présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Eric Besson, donc pour une deuxième fois. Bonjour Gilles, on est ravis de vous accueillir. Donc on va passer un quart d'heure ensemble. Faisons un énorme effort d'imagination. Je suis Laurence Ferrari, vous êtes Nicolas Sarkozy. Je vous pose la question, c'est pour vous détendre le matin, parce que je sais que vous êtes resté très tard au Sénat. Vous répondez oui ou évidemment? Je ne sais pas, je ne spécule pas sur le sujet. Je pense qu'il y a une différence. Oui, bien sûr. Mais le président de la République a, je crois, bien réfléchi. Il est très clair sur le regard qu'il porte sur la France dans la mondialisation, de ce que doit être notre adaptation sans toucher à notre modèle de protection sociale. Il trouvera les mots, il n'a pas besoin de moi. Alors, on va évidemment aborder tous ces sujets, mais il y a un contexte économique que vous connaissez bien, parce que c'est une de vos responsabilités au gouvernement. Des perspectives d'emploi très mauvaises. L'INSEE, elle a une des Échos ce matin. Moody's, on en a parlé depuis 2-3 jours. Et puis, évidemment, il y a le salaire des patrons. Alors, c'est un problème français, parce que c'est très mal accepté par une partie de l'électorat et de nos concitoyens, puisque ils se sont augmentés considérablement. C'est une étude Prost Invest, augmentation de 34%. Est-ce que ce contexte est favorable à la candidature de Nicolas Sarkozy? D'abord, le contexte est difficile au-delà de l'élection présidentielle, parce que nous sommes toujours dans les conséquences de la crise financière. On voit ce qu'est la situation grecque, la réaction du peuple grec aux mesures qui ont été demandées, même exigées par l'Union européenne. Donc, incontestablement, le contexte est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une exigence de vérité absolue des candidats qui prétendent diriger la France. Il faut qu'ils disent très exactement quel est le regard qu'ils portent sur cette situation et comment ils pensent pouvoir apporter des solutions. Est-ce que dans ce contexte, pour répondre très précisément à votre question, Nicolas Sarkozy a le tempérament? Personnellement, je le crois. On verra. Il me semble que ce qu'il a montré pour contribuer à la résolution des crises financières depuis septembre 2008 et le gouffre financier que nous avons frôlé en septembre-octobre 2008 jusqu'à ces dernières initiatives, l'a bien préparé à la fonction. Il me paraît très déterminé à poser aux Français quelques questions clés qu'ils devront trancher par la méthode du référendum, c'est-à-dire en ajoutant même celui sur la règle d'or annoncé par François Fillon. Immigration, chômeurs... Non, il faut pas dire immigration, soyons justes. Il faut dire droit en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière. Parce qu'il prétend... Vous vous rendez compte, dans le climat français de sensibilité, un référendum sur ce thème-là? Je dis pas que ça va être la guerre civile. Parce attendez, c'est pas pour ou contre l'immigration. Nicolas Sarkozy a toujours combattu l'immigration zéro. La France continue d'accueillir des migrants et il veut faire de l'intégration la clé. Mais vous aurez noté que les trois sujets que vous avez cités, c'est-à-dire la règle d'or et le droit à la formation avec l'équilibre droit et devoir pour les chômeurs, sont trois mesures qui supposent révision de la Constitution. Et il dit par avance, s'il devait y avoir blocage, sachant que la révision de la Constitution, si ça n'est pas par référendum, c'est au 3/5 du Parlement, à ce moment-là, je me tournerai vers le peuple français. Gilles Leclerc. Éric Besson, mais c'est une campagne sur les valeurs, comme on a pu le lire dans l'interview du Figaro Magazine, ou c'est une campagne je réponds à la crise, alors qu'on peut lui dire, mais depuis 5 ans, ou en tout cas depuis 2 ans et demi, 3 ans, la crise est déjà là, alors que le chômage augmente. Est-ce qu'on peut faire les deux ensemble? C'est par définition, comme pour toute élection présidentielle, et particulièrement dans la période de crise que nous connaissons, et avec le monde nouveau qui vient, où les émergents sont en train légitimement de prendre toute la place à laquelle ils aspirent ou qu'ils avaient eu naguère, c'est plus que jamais une élection où vous devez parler à la fois des valeurs. Comment imaginer une élection présidentielle sans que le candidat dise « voilà ce à quoi je crois, voilà ce à quoi je suis attaché » et en même temps qui apporte des réponses concrètes. Lorsqu'on dit que notre compétitivité à l'égard de l'Allemagne, par exemple, qui est notre principal partenaire et notre principal concurrent se dégrade, ça n'est pas théorique, c'est inscrit dans les chiffres et c'est une courbe qui s'accentue. Il n'y a pas de miracle. Quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous dites, vous avez le droit de choisir plusieurs options, mais vous dites, voilà comment je prétends que nous allons résoudre cette question de compétitivité. Qu'est-ce qui fera la différence avec François Hollande que vous connaissez bien?
Oui. Ce qui peut faire la différence, quand aujourd'hui on regarde les sondages, Nicolas Sarkozy n'est pas favori. Oui, attendez, vous savez ce que je pense, moi, des sondages, et depuis longtemps, je crois l'avoir prouvé. Le match n'a même pas commencé. Il va peut-être commencer ce soir. Donc attendons avant de savoir ce qu'il en est. Pour ce qui est de François Hollande, moi j'ai toujours dit quelque chose de très simple. L'homme est intelligent, l'homme est talentueux et il a beaucoup d'humour. Dont acte. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il peut choisir, trancher sur un certain nombre de sujets clés. Et pour l'instant, j'observe que ça n'est pas le cas. Je prends par exemple la politique énergétique. À ceux qui veulent sortir du nucléaire, il dit je vais fermer 24 réacteurs en 13 ans. Donc c'est une sortie progressive du nucléaire. Mais à ceux qui sont hostiles, il dit oui, mais ça, je ne fermerai, entre guillemets, que Fessenheim lors du prochain mandat. Prenez la fusion impôt sur le revenu CSG. C'est majeur, c'est une révolution fiscale. C'est rapprochement, dit-il. Oui, mais justement, vous voyez, vous venez d'intégrer le langage. Je ne sais pas comment on rapproche deux impôts qui n'ont pas la même base, qui sont proportionnels pour l'un, progressifs pour l'autre, qui sont sur le revenu brut pour l'un et sur le revenu net pour l'autre. Pendant tout le débat des primaires, tout le monde était d'accord pour dire c'est la clé, c'est la révolution fiscale et c'est comme ça qu'on va avoir un impôt juste et progressif. Et à l'arrivée, ça devient fusion à terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire fusion à terme? C'est quand? C'est comment? Et je pourrais égrener toute la liste des principales propositions, que ce soit sur les retraites, sur le recrutement d'enseignants où c'est la valse hésitation en permanence. Donc la question, c'est pas la personnalité de François Hollande. Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. C'est simplement prendre acte de ce qu'il dit. Et l'exemple que nous avions il y a un instant avec Guillaume Tabar était évidemment... avec l'interview du Guardian. Bien oui, dire au Bourget... Il fait un discours qui est supposé plaire à la gauche de la gauche. Mon ennemi, c'est la finance. Moi, j'ai dit le lendemain que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'aurais compris que ce soit, je vais combattre la spéculation, ou les excès, ou la dérégulation, mais pas la finance elle-même. Il n'y a pas de développement sans finance. Il n'y a pas de développement... C'est une déclaration politique, oui, c'est une déclaration très politique. Mais quand on va ensuite, parce que si j'ai bien compris, il va dans quelques jours à Londres, il prépare son atterrissage à Londres et sa rencontre avec la City, et du coup, il rappelle qu'il n'est pas très à gauche, et que la gauche de M. Bérégovoy, la gauche... Mais vous le connaissez, sa nature, c'est le centre-gauche, c'est la social-démocratie. Oui, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que dans les temps... D'abord, il y a une exigence démocratique de plus en plus grande. Les peuples veulent savoir, avant les élections, ce que l'on va faire et ce que sont les réformes que l'on va proposer. Et cette exigence démocratique qui est en train de s'accentuer est, j'allais dire, aggravée au bon sens du terme par le fait que comme nous sommes en crise, moins que jamais, il n'y a de la place pour les faux semblants. Est-ce que c'est vrai que votre carrière politique s'arrête derrière cette présidentielle? Ça n'a aucune importance. C'est une question. Mais oui, mais c'est une question que je refuse de me poser. Vous savez, quand vous êtes en plein dans un match ou quand vous nagez, et il y a des moments où vous ne vous posez pas la question, comme tous les tout le monde ministres, dit que c'est réglé, que vous en avez marre. Vous savez, tous ceux qui m'ont vu et entendu ces derniers jours. Ça veut pas dire que vous êtes négligent. Dans l'action, parce que je suis ministre de l'Industrie ou dans les émissions auxquelles je participe, je ne crois pas que j'ai donné. Vous allez avoir un rôle, parce que je me suis couché à 3 heures du matin, mais globalement, je crois pas avoir l'air lassé. Vous allez avoir un rôle dans le dispositif du candidat? J'aurai le rôle d'abord qu'il souhaitera, puisque je suis à disposition de mon pays et du président de la République et du Premier ministre, mais surtout j'ai cru comprendre que la plupart des ministres allaient rester dans leurs fonctions et apporter leur contribution. J'imagine que ce sera mon cas aussi. Pardonnez-moi cette question personnelle, mais votre aventure, comme celle du président de la République, comme toutes les aventures, elles ont un caractère romanesque. Vous étiez à gauche il y a 6 ans, vous êtes devenu ministre de Nicolas Sarkozy, le quinquennat se termine, vous allez vous retrouver face à des gens que vous avez connus pendant des années. Tout ça est éminemment romanesque. Un livre va être écrit par le président de la République justement sur ces années. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'il y ait cette forme de désamour à l'égard du président de la République qui s'exprime dans les sondages, même si vous n'y croyez pas? D'abord... Là, il faut arriver à une sorte de vérité humaine, parce que vous les avez vus, vous êtes le seul qui les connaissait des deux côtés, finalement. Le désamour, on a vu parfois rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, il est, paraît-il, etc. J'arrête là. Donc attendons. Mais j'ai même pris mes précautions par rapport au sondage. Très bien. Mais la deuxième chose, c'est la crise.
Nicolas Sarkozy a fait une élection, a fait une campagne en 2007 avec son slogan « Tout est possible ». Il donnait le sentiment d'une énergie, qu'il a d'ailleurs, qui a donné le sentiment aux Français que tout allait changer. Là-dessus, badaboum, si je puis dire. Donc il a été pris à contre-cycle. Septembre 2008, la plus grande crise financière qu'on ait connue depuis un siècle. Est-ce que l'image ne s'était pas abîmée un peu avant la crise? Et malgré ça, peut-être, malgré ça, la France a mieux résisté que la plupart de ses partenaires européens à la crise, et même le pouvoir d'achat, qui lui dit qu'il eût cru, a augmenté en 2008. Mais si vous regardez bien tous les sortants, prenez Zapatero en Espagne, Socrates au Portugal, Gordon Brown en Royaume-Uni, ont tous eu des difficultés. Les deux seuls dont on écoute encore la voix, ou les deux en Europe, c'est Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Et si on élargit le spectre à l'échelle internationale, on peut y ajouter Barack Obama. Il y a 3 dirigeants, avec des heurts et divers, mais il y a 3 dirigeants que l'on écoute encore malgré la crise. Tous les autres ont été balayés. Donc le désamour relatif à l'entrée de la campagne, puisque nous n'avons pas encore commencé cette élection présidentielle, il me paraît assez facilement. On peut revenir un petit peu à vos dossiers. Il y a un dossier dont vous êtes un peu occupé ces derniers jours, c'est Arcelor, le site de Florange, avec 2500 salariés qui sont inquiets. Est-ce que ce site va être délocalisé ou pas, ArcelorMittal? ArcelorMittal a pris l'engagement que non. Dans quelques minutes, avec Xavier Bertrand, nous recevons le DG d'ArcelorMittal, juste après cet entretien, pour faire le point avec lui. Les sources syndicales ont dit hier qu'il aurait annoncé que le fourneau ne repartirait pas pour le 2e trimestre, en tenant compte de la situation internationale et de la faible demande qui, elle, malheureusement, est avérée. Pour le reste, vous savez ce qu'il en est sur Florange. Nous portons, avec ArcelorMittal, un projet de captage-stockage du gaz carbonique, dit ULCOS, qui est très très important et très très important pour l'ensemble de l'industrie pour l'avenir. En ce qui concerne les prix records de l'essence, c'est aussi une inquiétude forte des Français en ce moment. Est-ce qu'il est vrai que la fameuse TVA sociale pourrait finalement être reportée pour en tout cas servir de recette supplémentaire pour les automobilistes à horizon 2013 ? On pourrait reverser ça aux automobilistes? Je n'en ai jamais entendu parler, donc je me fie papier des Échos ce matin. Bon, moi je ne connaissais pas cette information. En cas de hausse en 2013. Sur le fond, soyons très clairs, il va y avoir une tendance à la hausse des matières premières énergétiques de base que sont le pétrole et le gaz. Donc toute notre action doit consister à desserrer cette contrainte et à aller pour nous vers des véhicules propres, moins consommateurs d'essence, c'est ce que nous faisons. Vous avez remarqué que la France s'est de ce point de vue-là adaptée plus vite grâce à la prime à la casse, grâce à ce qu'on a appelé le bonus-malus. La vraie réponse, elle est là, desserrer les taux de notre dépendance énergétique. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons absolument besoin de la filière nucléaire, mais j'imagine que nous n'avons pas le temps de développer ce point-là. Vous étiez à Photowatt hier à Bourgoin-Jallieu avec le président de la République qui s'est présenté comme sauveur d'entreprises et d'emplois. Tous les candidats d'ailleurs le souhaitent. Mais je reviens à ce que je disais au début. Vous avez vu ce matin peut-être la une des Échos. Les perspectives en matière d'emploi de l'INSEE sont très mauvaises. Oui, mais ça veut dire, et ça répond en même temps à votre question, le volontarisme du président de la République en la matière, il est connu depuis l'exemple d'Alstom, qui était considérée comme moribonde et qui est aujourd'hui une entreprise prospère. Son idée, c'est que surtout dans ces phases où il peut y avoir fragilité conjoncturelle, parce que les entreprises sont sur la ligne de crête pour certaines d'entre elles, le rôle de l'État, en utilisant tous les outils qui sont à notre disposition, le fonds stratégique d'investissement, l'aide à la réindustrialisation, d'autres outils que je ne détaille pas ici, c'est d'aider ces entreprises. Et c'est ce que nous faisons sur quantité de dossiers. Vous auriez pu citer Petroplus, il y a eu l'exemple Le Jabi, avec mon cabinet, avec mon administration, nous avons en ce moment beaucoup d'entreprises. Et en même temps, le paradoxe, qu'on ne voit pas, c'est normal, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui se portent bien, beaucoup d'usines qui ouvrent et qui se créent. La situation de l'industrie française est très contrastée, des secteurs entiers en difficulté, incontestablement, et de l'autre côté, de belles réussites et de beaux espoirs. Merci Eric Besson d'être venu nous voir en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, on se retrouve suivant la formule consacrée demain.